Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Quels sont les enjeux du numérique en termes de durabilité ? Au centre de la productivité de nombreuses PME, le numérique est souvent un angle mort quand il s'agit d'en percevoir l'impact. C'est le cœur de l'activité de Resilio, cofondée en 2022 par une dizaine de passionnés d'informatique issus de l'EPFL, parmi lesquels Amael Paroey, l'actuel CEO de l'entreprise. Resilio a développé des outils comme Resiliotech ou Resilio Database qui analysent l'environnement numérique des organisations et des entreprises pour les aider à réduire leur impact. Un outil utilisé par de nombreux clients en Suisse et à l'international. Resilio est également actif dans la recherche et développement ainsi que la formation et le conseil et est certifié B Corp. Avec aujourd'hui 27 collaborateurs et collaboratrices, Resilio, basé à Renan, vient d'obtenir le label Scale Up Vaud. De Renan, Amael se déplace à Gland pour rencontrer Jean-Damien Beau, fondateur et président de e-Durable, une société d'informatique qui s'engage depuis 2015 pour le numérique durable et responsable et qui compte aujourd'hui 10 employés. Cet engagement se reflète dans le conseil stratégique donné par e-Durable, par du matériel et des logiciels plus verts et plus ouverts, et par le projet pionnier et primé Recycle Cloud. Un service d'info nuagique mis en place uniquement sur des serveurs recyclés, basés en Suisse et décentralisés, utilisables comme backup, serveur de fichiers collaboratifs, drive, hébergement ou machine virtuelle. Une réflexion sur l'impact des équipements informatiques dont Jean-Damien va pouvoir discuter avec Amael. Bienvenue Amael chez e-Durable. Merci. J'ai envie de commencer par une question. On a lu chez e-Durable avec attention le rapport Green IT qui a été fait par l'association Green IT. Et on se pose toujours des questions de la pertinence des données et de la difficulté, d'une manière générale, à obtenir des données fiables sur l'impact du numérique. C'est un vaste sujet, d'ailleurs c'est ce que nous on fait chez Resilio, donc on a 25 personnes pour répondre à ce genre de questions. Tu mentionnais l'étude qu'on a faite sur l'empreinte du numérique dans le monde l'année dernière. On en a fait une deuxième sur l'empreinte du numérique en Suisse, parce qu'il y a plusieurs lunettes. On peut regarder à la fois au niveau mondial, donc avoir un peu cet aspect overview, pas de recul. Regarder au niveau d'un pays, c'est ce qu'on a fait avec l'étude conduite l'an dernier. On est allé chercher des données auprès de ceux qui en avaient. On a appelé Swisscom, La Poste pour les réseaux d'Internet des objets. On est allé consulter les statistiques de l'Office de la statistique pour savoir un peu qu'est-ce qu'on avait comme matériel. On a récupéré les données qu'on avait de nos clients, parce qu'il y a une troisième lunette qui est celle de l'entreprise ou du service, dans laquelle on va venir regarder qu'est-ce qu'on a comme part, qu'est-ce qu'on a comme serveur, qu'est-ce qu'on a comme équipement utilisateur. Et puis on vient à partir de là, et de l'inventaire qu'on en tire, va passer de matériel à du CO2, pour se poser la question ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon matériel pour réduire mon empreinte environnementale. Ouais. Et c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Enfin, je pense que notre expérience là-dessus aussi est toujours la même, parce qu'on est demandeur de ce genre de choses. Moi, je trouve que ça très très bien, en tout cas, d'avoir des bases de données, des éléments disponibles qui sont des références, parce qu'on en cherche. Voilà. Et ce rapport donne un peu les points clés de l'impact du numérique qui, d'après ce que j'ai vu, moi je connaissais déjà un petit peu, mais c'est vrai que l'impact est colossal là-dessus. Moi je retiens que voilà, c'est d'abord le poste de travail, c'est bien ça, hein, l'environnement de l'utilisateur. Finalement, ça c'est le premier, parce qu'on renouvelle le matériel beaucoup, et puis on a beaucoup de matériel, beaucoup plus qu'on pense en général. Et puis après, le deuxième, c'est les centres de données, ou en tout cas, et en plus, c'est ce qui est en plus forte croissance. C'est ça, c'est qu'on a l'habitude de découper en 3 parties. On a le matériel utilisateur, le réseau et le data center. Donc c'est vraiment les 3 briques, les 3 tiers, comme on les appelle. Et en fait, le premier, dans les pays développés qui ont une énergie relativement verte, donc notamment le pays d'Europe de l'Ouest ou la Suisse,
Quand on a une électricité assez verte, ça pollue pas beaucoup de faire tourner un serveur, en tout cas ça pollue moins de l'alimenter que de le fabriquer. Et du coup, c'est vraiment la fabrication du matériel et en fait celle du matériel utilisateur, parce qu'en Suisse, on a entre 8 et 9 équipements par personne. Alors là, on se met à compter, on a une télé, on a un ordi peut-être à la maison, on a une tablette, on a 1 ou 2 téléphones au boulot, on a probablement un laptop perso et peut-être même celui du boulot qui va avec, une montre connectée et au moins 1 ou 2 qui sont au placard. Et on a vite fait d'arriver à ces 8 ou 9. Et produire tout ça, ça a une empreinte environnementale qui est très importante parce que c'est vraiment des produits qui sont très complexes, donc qui sont très longs à, à produire. Et puis il y a un deuxième aspect dont tu parlais, c'est le centre de données. Alors le réseau, comme il est très mutualisé, il y a une assez grosse efficience dessus. C'est rarement le principal. Très mutualisé, donc les équipements sont relativement peu nombreux et c'est un secteur de professionnels, donc les gens vont essayer de l'améliorer. Dans le secteur du data center, c'est aussi un secteur de professionnels, mais là on a beaucoup de matériel. Et donc, numéro 2, le centre de données avec actuellement l'IA. Et ce qu'on voit en tout cas dans le cadre de la Suisse, c'est ce que montre le rapport sur sustainableIT.ch, c'est qu'on a une augmentation très importante de ce secteur du centre de données. Donc aujourd'hui, on part vraiment d'un aspect très matériel et on va, dans les 10 prochaines années, a priori, augmenter notre empreinte, ce qui n'est pas la bonne trajectoire, en augmentant largement le secteur du centre de données. Ouais, c'est ce qu'on a, nous, constaté aussi côté Recycle Cloud. Donc ça, c'est clair. Nous, on a fait le choix d'avoir des mini data centers distribués, donc pas du tout le côté traditionnel, le gros data center. Voilà. Et on a fait le choix aussi, parce qu'on a vu le gaspillage des serveurs, on a fait le choix d'avoir 100% de serveurs qui sont de réemploi, de réutilisation, etc. Et on s'est rendu compte de la masse de serveurs qu'on jette, en fait, que l'industrie au niveau mondial, et ça c'était très intéressant dans ce rapport. Moi, j'ai retenu le chiffre d'un peu moins de 80 millions de serveurs qui tournent dans le monde, dans les gros data centers. Et puis, on se rend compte que la durée de vie, c'est de 5 ans et demi. Donc, j'ai fait un petit calcul, moi, vite fait, règle de 3. Ça fait plus d'1 million de serveurs par mois qui sont jetés. C'est des serveurs qui sont débranchés. Du jour au lendemain, on dit qu'on les remplace par d'autres serveurs. C'est des machines qui fonctionnent encore très bien. Sauf que le directeur informatique, classiquement, en fait, il veut des machines qui soient sous garantie, évidemment, parce que c'est quand même des machines qui coûtent relativement cher. Il les amortit sur leur durée de vie, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans et demi, parce que probablement, il y en a qui mettent un petit peu de temps à réagir avant de remplacer leur matériel. Et nous, on trouvait que c'était un gaspillage de malade. Et c'était très intéressant parce qu'on n'avait pas de chiffres avant précis, et le fait d'avoir des chiffres précis nous conforte dans notre idée d'économie plus circulaire. Et puis à recycler ces trucs-là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de petits bouts de composants. Il y a quasi tout le tableau de Mendeleïev, enfin pas tout à fait, mais quand même il y a une bonne partie des éléments qui sont des terres rares. Donc ça, c'est en plus de l'impact CO2. Donc votre rapport, il donne 1,6 tonne en moyenne de CO2 émis à la fabrication. Ouais. C'est quand même un truc de fou, parce que si c'est 1 million par mois qui sont jetés et remplacés et fabriqués, nous, on a eu envie de ralentir ce flux, quoi. Donc, voilà. Et ce 1,6 tonne, pour donner un peu une comparaison, c'est plus que le budget soutenable, en fait. C'est plus qu'une personne peut dépenser en CO2 en une année. Donc voilà, ça c'est mon budget carbone de une année. Ouais. Et en fait, c'est effectivement c'est une valeur moyenne. Bon, bien sûr, tu le disais, c'est assez difficile d'avoir des informations. Une des principales difficultés, c'est que normalement, c'est aux fabricants. Enfin, on attendrait les fabricants de nous donner quelque chose de valide, mais pour ce faire, il faudrait qu'ils y mettent les moyens, et deux, qu'on ait un truc un tant soit peu standardisé. Et on n'a le cas ni de l'un ni de l'autre. Il y a le nombre de personnes en charge de faire ce genre d'évaluation chez Nvidia fait pâlir quand on voit les budgets qu'ils ont par ailleurs. Donc il n'y a vraiment personne qui s'en occupe. Donc il n'y a pas beaucoup de résultats. Et les données qu'on va récupérer des fabricants, qui vont nous dire ça c'est 1,6 tonne et l'autre va nous dire c'est 2,8 tonnes, on ne peut pas trop y faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on compare des patates et des carottes, ça n'a rien à voir. Tout le monde a fait son petit calcul dans son coin.
C'est pour ce genre de choses que nous, côté Resilio, on va proposer une plateforme qui s'appelle Resilio Database, donc db.resilio.tech, sur laquelle n'importe qui peut aller chercher l'empreinte de son téléphone, son Mac, son laptop, un serveur, des machines virtuelles en cloud, que sais-je, et sur laquelle on va essayer de passer de cette moyenne à une empreinte un peu plus fine pour distinguer lors de l'achat. Parce que tu parlais de prolonger la durée de vie, en fait ça commence au moment de l'achat à avoir un équipement qui va durer le plus longtemps possible. Là on a des écolabels, typiquement je peux acheter du matériel labellisé TCO Certified, qui va avoir une durée de garantie plus longue, qui va avoir une durée de vie plus longue. Et puis je peux aussi utiliser des équipements qui ont une configuration en général plus faible, qui va répondre à mon besoin et qui va avoir une empreinte beaucoup plus faible. Et du côté du recyclage, en fait on a souvent cette confusion entre recyclage et réemploi. Bon, je te l'apprends pas. Oui, Le clair. recyclage, c'est zéro. Ouais. Tu disais, il y a absolument rien du tout. Et côté réemploi, il y a toute une industrie qui fonctionne. Donc pour qu'il y ait toute une industrie qui fasse du réemploi, il faut qu'il y ait toute une industrie qui jette beaucoup de matériel. C'est clair que ça, c'est un enjeu du Recycle Cloud, effectivement. C'est que on ralentit le flux de données. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient mettre un site web, quelqu'un qui vient mettre son ERP d'entreprise et qui vient le mettre sur un cloud, évidemment, on pousse tous les curseurs écologiques le plus possible et surtout, on prolonge la durée de vie des machines. Ça ne fait que ralentir le flux, ça évite qu'on en produise un nouveau alors qu'on en a qui fonctionne encore très bien et qu'on jetterait autrement. Donc ça, c'est hyper important. Mais à mon avis, c'est aussi très important de questionner les usages. De quoi j'ai besoin? Et on part, nous, sur notre partie, on va dire consulting et support informatique dans les PME de la région. Ce qu'on va faire, c'est d'abord aller questionner et comprendre le besoin. C'est pas forcément le remettre en cause, c'est plutôt le comprendre pour avoir une adaptation et pas prendre le dernier modèle de serveur parce que c'est cool, voilà, et alors qu'on n'en a pas besoin. Même chose pour les laptops, voilà. Prolonger de 1 ou 2 ans, déjà c'est économiquement valable pour l'entreprise, mais c'est aussi écologiquement bien évidemment valable, à condition qu'on parte du besoin, que le besoin soit bien identifié. On n'a pas besoin du dernier modèle, et même dans les serveurs, pour héberger un site web, les serveurs d'il y a 3, 4, 5 ans sont largement bien pour héberger des centaines de sites web. Ça pose aucun problème et ils tournent très très bien. D'ailleurs, on le prouve avec le Recycle Cloud, où on a des niveaux de disponibilité qui sont aussi élevés que le reste de l'industrie, pour les sites web notamment. Donc voilà, ça c'est... Mais je crois qu'il y a aussi un travail à faire sur l'écologie en général, sur les questionnements d'usage, questionner le besoin, etc. Qui est une démarche qui va au-delà de dire, voilà, est-ce que vous avez besoin, par exemple, je reprends l'exemple des sites web, est-ce que vous avez besoin d'un site web qui est fait avec un outil de gestion de contenu et de blog, si vous le mettez à jour une fois par an? Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une base de données, des choses qui tournent derrière, qui sont dynamiques, qui créent la page à chaque fois qu'un internaute vient. Peut-être que la page, on peut l'avoir de manière statique, créée. En plus, ça donnera des performances au site web. Donc là, on travaille, nous, sur ces angles-là. Et j'imagine aussi que c'est le cas chez Resilio quand vous accompagnez des entreprises sur leur Green IT et qu'ils ont des questions assez importantes là-dessus. Ouais, donc nous on fournit de la donnée, j'en parlais, on va fournir du software et du service pour justement se poser la question comment on fait mieux. Et je pense que tu l'as dit, le secret c'est de se demander si c'est vraiment utile. Et en fait, pourquoi la question est aussi importante? Parce que toute l'industrie fonctionne sur la vente de matériel. Donc, tout l'argent de l'informatique fonctionne sur le principe de la vente de produits manufacturés on ne peut plus basiques, comme on vendrait des chaussures. Il faut juste en vendre un maximum et on fait les marges sur chaque vente. Donc tout le monde a intérêt à acheter du matériel. En fait, tous ceux qui conseillent et qui sont autour ont tous intérêt à vendre du matériel. Donc on ne fait que de prendre des choix qui font vivre cette industrie. C'est normal, elle se maintient d'elle-même, mais du coup ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens pour nous en plus en Suisse parce qu'on maîtrise rien, on importe tout. Et ceux à qui on l'achète ont l'air de se mettre un peu sur le nez, là, entre la Chine et les US. Donc, pour nous, de rentrer dans cette dynamique de je vais toujours prendre le dernier, pourquoi? Parce que c'est cool, ou pourquoi? Parce que le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Ceci dit, c'est comme ça qu'il gagne son pain. C'est
c'est pas un argumentaire auquel on a beaucoup d'intérêt attaché. D'un point de vue d'une PME ou de monsieur, madame, tout le monde, 95% des usages sont répondus avec du matériel, comme tu dis, à plus de 5 ans, mais sans aucune difficulté, puisqu'en plus, l'augmentation des performances par unité a largement stagné récemment. Donc, au point des usages d'IA, donc si on exclut l'explosion des usages d'IA qui veulent tous des cartes graphiques de dernière génération alors qu'il n'y en a pas besoin, on peut très largement, et j'en suis persuadé, se demander si on en a besoin, et une fois qu'on a répondu à la question, faire avec du recycled cloud. Ouais, c'est nous notre constatation au fur et à mesure. Et c'est souvent effectivement l'éléphant dans la pièce quand on parle on va dire de hosting, d'hébergement vert. On parle très peu du matériel. On parle beaucoup de l'électricité, on parle du refroidissement, donc le fameux PUE qui dit combien on met d'électricité dans le data center par rapport à l'électricité qui est utile pour les serveurs, donc tout ce qui est autour, c'est-à-dire la climatisation, etc., tout ça, ça sort du débat. Les cloud green essayent de travailler sur l'électricité, essayent de travailler sur le PUE, parce que ça a aussi un sens économique. Pour le recyclage, aujourd'hui, malheureusement, ça coûte plus cher de payer des ingénieurs et des personnes qui vont aller ouvrir un serveur, qui vont le démonter, qui vont le réassembler, plutôt que de cliquer et puis dire j'achète une nouvelle machine qui va m'être livrée sur mon pas de porte le lendemain, dans 24 heures ou 48 heures, où on va avoir le truc pré-câblé. Donc aujourd'hui, ça coûte effectivement à Recycle Cloud plus cher d'aller chercher ces machines, mais bon, on y croit, et puis on a envie de faire les choses différemment des autres, évidemment, sinon on serait pas à Recycle Cloud. Mais je pense aussi que j'aimerais bien revenir sur le côté IA, parce que là, je pense que, moi, ça m'a vraiment étonné et choqué l'accélération de l'impact environnemental dû à l'IA. C'est un truc énorme. C'est ce qui a fait déraper les promesses, d'après ce que j'ai compris en tout cas, les promesses des constructeurs et des grands, des GAFAM. Ça leur a fait totalement sortir de la trajectoire qu'ils avaient prévue de réduction ou en tout cas de maintien de leur impact. Bon, on était sur une trajectoire où, t'inquiète, il nous reste 3 ans, on va miraculeusement trouver une solution pour piquer du nez, mais il y avait quand même une légère baisse, bon, des fois liée à de la tricherie comptable, mais on était quand même sur une tendance au moins stable. Et là, effectivement, ça a éclaté. Pourquoi? Parce que c'est le même problème qu'on a nous, en fait. On a beaucoup d'argent dans ce pays, c'est pas le problème. On a la volonté du peuple pour faire de l'énergie renouvelable, puisqu'on vient de voter. Et malgré ça, fin août de l'année dernière, l'Office fédéral de l'énergie nous annonce qu'on devait faire en 2040, 2 TWh, donc on devait produire 2, c'était l'objectif. Et on va réussir à en faire 1 dans les délais, 1.1 exactement, donc 55%. Et avec 5-10 ans de retard, on devrait arriver à faire 3/4 de l'objectif. On a l'argent, on a la volonté, on a les montagnes avec des barrages qu'on peut rehausser, tous les voyants sont ouverts, mais techniquement, on n'y arrive pas. Ça ne va pas assez vite. On a beau avoir des objectifs, tout ce qu'on veut, ça manque. Donc qu'est-ce qu'on fait? Des centrales au gaz. C'est ce qu'on fait en Suisse. Dès qu'il a été question de pénurie d'électricité, tout le monde s'est tourné vers les centrales au gaz. C'est ce que font les géants partout dans le monde. On fait des centrales au gaz parce que ça se construit très vite, c'est un moteur thermique comme tu as dans ta voiture, juste en beaucoup plus gros. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui tourner tous les derniers data centers d'IA, en tout cas l'énorme partie, parce que le réseau électrique n'arrive pas à suivre. Donc pour un cloud qui se veut vert et loin de toute matérialité, quand on regarde des entrepôts qui font des milliers de mètres carrés avec des piles de serveurs dans des salles bourrées jusqu'au ras-bord, et qui tournent avec un bon gros moteur thermique, pour le virtuel, on repassera. Et l'impact de l'IA aujourd'hui, c'est ça. Ouais. C'est une question de vitesse. Ouais. Et en plus, nous, on a déjà
sur le Recycle Cloud, on a voulu tester si on pouvait créer une IA donc locale, souveraine et sur du matériel de réemploi. La réponse est oui. On a des cartes graphiques qui sont relativement anciennes, on va dire. Enfin, anciennes, si on pense à la vitesse de renouvellement et la vitesse de sortie des nouveaux modèles. Elles ne sont pas si anciennes que ça, hein. Elles ont quelques années, mais c'est déjà considéré comme ancien par ceux qui recherchent cette intelligence artificielle générale. Et là aussi, on a prouvé que c'était totalement possible à faire, mais on se rend compte qu'un serveur d'IA consomme énormément plus que nos serveurs traditionnels de réemploi sur lesquels on fait déjà beaucoup de choses. Donc, enfin ça, nous, on l'a observé, cette montée en charge. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'à nouveau, il faut quand même qu'on pose la question de l'usage. Si c'est pour faire des jolis petits chiens qui dansent générés par l'IA, parce que faire danser un chat, c'est un peu plus compliqué, un vrai chat, on va dire, c'est dommage parce que ça, c'est l'usage. Ou si c'est pour rentrer dans la course à l'intelligence artificielle générale, on n'est même pas sûr d'y arriver et on engloutit des millions et des ressources de la planète pour faire une course qui, à mon avis, en plus, n'a pas de sens, voire même pose des problèmes éthiques. Moi, je trouve que voilà, on va pas dans la bonne direction. Et je pense que d'attaquer ce problème, enfin de réfléchir à ce problème sur l'angle de l'éthique et du besoin, c'est absolument indispensable. Enfin, c'est comme outil, hein. Un outil, on l'utilise, on peut l'utiliser pour faire des choses bien. Pour les PME de la région qui vont avoir des modèles qui vont tourner, qui vont suffisamment être puissants, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'un super savant qui sait tout sur tout. Et puis si on revient au niveau du besoin, en fait, et qu'on se pose la question dans une PME, dans la vie de tous les jours, ce dont j'ai besoin, a priori pas d'une intelligence artificielle générative, donc qui produit du texte. En général, ces IA-là, leur point commun, c'est qu'elles produisent du texte, d'où génératif, du texte, de l'image, autre chose, qui doit être vraisemblable. Après, ceux qui ont vu les reines de la Migros savent que des fois, vraisemblable, ça rajoute une patte. Mais si on se pose vraiment la question de ce dont j'ai besoin, un chatbot sur le site web d'un menuisier, non. Non. Enfin, en tout cas, moi, je suis le menuisier, je suis désolé, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Autant racheter du matériel, faire augmenter les salaires ou verser un dividende, j'en sais rien, mais le jeter parce que c'est joli et vraisemblable, parce que le seul côté, c'est waouh, ça a l'air d'être vrai, mais en fait, tout l'essentiel de l'excitement, de la tendance vient de cette propriété. Et quand on vient regarder ce qu'on peut vraiment faire, parce que oui, pour le coup, une PME peut être mieux organisée, mieux gérer sa comptabilité, son administration, ses déplacements, grâce à des techniques informatiques qu'on a rebrandées, réappelées intelligence artificielle, mais ça a des noms, ça s'appelle l'automatisation, c'est des choses relativement simples, c'est pas des agents IA, c'est juste des petits scripts qui disent si on m'envoie un email, je reçois un SMS avec un résumé où je le lis et je demande à quelqu'un de le répondre. Enfin, il y a plein de choses qui permettent d'automatiser, qui ne sont pas des agents IA. Et de la même façon, si on veut améliorer les déplacements, je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui dire que Google Maps c'est une intelligence artificielle. Ça ferait un joli nom, mais pour autant, c'est un algorithme pour trouver un chemin. Dès comme ça, il en existe depuis 200 ans. Il y a des mathématiciens qui travaillent sur ce sujet depuis des lustres et on n'a pas besoin, dans tous les cas, du dernier truc fancy qu'on nous vend parce que c'est joli et vraisemblable. Et donc, je te rejoins complètement sur le fait que à l'échelle locale, entre nous, on n'a probablement pas besoin d'un certain nombre de choses qui coûtent très cher, qui nous rendent très dépendants et qui causent des dommages qu'on ne sait pas réparer. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, si on regarde vraiment quand on est sur le terrain, nous, ce qu'on voit, c'est le besoin des entreprises. Il est un besoin d'automatisation, il est un besoin peut-être de résumé. Et là, les IA peuvent être intéressantes pour résumer des documents très longs, d'utiliser ces outils, encore une fois à bon escient, en partant du besoin réel. Qu'est-ce que je veux faire avec une IA ? Si je veux juste dialoguer, ça coûte cher pour juste faire un dialogue qui a l'air vrai.
Mmh mh. On est d'accord. C'est vrai qu'on a, nous, vu des cas d'usage qui sont intéressants. On est en partenariat avec, DeepAlps, qui est, une société spécialisée dans l'IA, qui fait tourner, des modèles sur le Recycle Cloud et qui a réussi à avoir des chatbots en langage naturel sur des sites web, qui sont très, très grands, où il y a beaucoup d'informations et l'internaute avait du mal à trouver son information. Et là, ça a été intéressant de mettre le modèle, pour le côté langage naturel et pour le côté réponse en langage naturel et aussi ressortir la page du site web en question sur lequel on peut trouver cette information. Donc on a le côté vérité, on a le côté mais c'est quelque chose qui est fait de manière ad hoc pour répondre à un besoin bien particulier qui a été identifié dès le début et ça fonctionne bien. Mmh. Et ça, on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle générale, après laquelle tout le monde court pour essayer, de se battre entre, la Chine et les États-Unis pour savoir qui va, peut-être dominer le monde en ayant cette, intelligence artificielle générale. Ce qui est, à mon avis, pas gagné, et en tout cas, pour nous en local, pas nécessairement utile pour les PME. Oui et puis, on en parlait, les data centers, tu disais il y a des énormes lieux. Aujourd'hui, il y en a peu en Suisse. Enfin, on a un hub zurichois et quelques-uns à Genève, mais on en a assez peu. Donc on investit comme des fous. Alors est-ce que mettre l'argent des fonds de pension, dans des infrastructures qui sont obsolètes au bout de quelques années, à la vitesse à laquelle on va, est-ce que c'est vraiment le placement dont on a besoin pour nos retraites? Je sais pas, mais aujourd'hui, on a un enjeu, on veut consommer énormément, on ne l'autorise pas. On ne construit pas assez vite en Suisse pour le faire, on n'en a pas forcément envie, parce que personnellement, j'en ai pas envie dans mon jardin. Toi, tu approches les choses avec une façon qui est différente, avec des data centers plus petits, plus distribués. Ça vient toucher des sujets de souveraineté qui sont critiques aujourd'hui, puisqu'on ne fabrique aucun de ces équipements, on ne produit pas les cartes, on n'a pas les mines de terres rares. Ce côté Recycle Cloud qui ralentit la consommation, maintient le matériel actif plus longtemps et décentralise pour le distribuer. Est-ce que ça résonne auprès de vos clients? Qu'est-ce que ça donne en pratique? On voit que oui, il y a un vrai sujet. Alors, tu as abordé deux éléments, peut-être je reviens sur le premier qui est la souveraineté. Clairement, on ne fabrique pas, notre matériel. On n'est pas souverain, non plus sur les véhicules, les voitures et autres. On n'est pas souverain sur l'informatique. Mais pour moi, c'est extrêmement critique et important d'avoir des centres de données qui sont en Suisse, maîtrisés par des entreprises suisses et j'insiste sur ce côté entreprise suisse. C'est pas parce que vous avez une entreprise étrangère qui met ses données, sur le sol suisse qu'on maîtrise les données. C'est en tout cas pas vrai avec le Cloud Act Mmh pour mh. le côté, américain et puis, tout ce qu'on utilise aujourd'hui et on sensibilise beaucoup nos clients qui sont très réceptifs à ça, tout ce qu'on utilise aujourd'hui en utilisant des outils qui sont non souverains, donc les modèles qui sortent, et qui sont la plupart américains, ça, c'est, donner des clés, pour que ces modèles apprennent et progressent et on sort totalement de la souveraineté numérique. Mmh mh. Et ça a des enjeux importants parce que c'est des enjeux d'éducation, mais ça peut être aussi des enjeux tout simplement de sécurité. Quand, une grosse entreprise décide de ne plus donner accès à son cloud parce qu'un juge un juge américain a décidé que, non, on allait bloquer l'accès à cette personne, ça pose des problèmes, voilà. Les citoyens, je pense que les citoyens sont sensibles à ça. Ils sont malheureusement, à mon avis, pas, interrogés suffisamment sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises sans que le citoyen, puisse donner son avis. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer. Donc ça, c'est le premier point, c'est que la souveraineté, elle est à mon avis cruciale et indispensable.
on a des ingénieurs, on n'a certes pas le matériel, mais on peut justement le récupérer. C'est ce qu'on Le prouve maintenir. avec le Recycle Cloud. Donc le maintenir, celui qu'on a déjà, le plus longtemps possible. Et puis ça peut durer très longtemps, hein, une dizaine d'années. Il y a toujours des blagues d'informaticiens qui disent « Ah bah ce serveur, ah ouais, ça fait 10 ans que je l'ai oublié » et qui tourne et puis qui fournit le service sur lequel il a été dessiné. Si en plus il a été mis à jour de manière relativement régulière, automatique, il peut tourner des dizaines d'années. Ça, c'est le premier point, l'enjeu de la souveraineté. Je pense qu'il y a un autre enjeu, c'est de dire, de faire les choses différemment. Un gros data center, à mon avis, c'est un peu un colosse au pied d'argile. Ça veut dire qu'un gros data center sur des milliers de mètres carrés demande de la sécurité, demande presque d'avoir une défense anti-missile, anti-aérienne, parce que si il est visé par une attaque, qu'elle soit cyber ou qu'elle soit physique, ça pose des problèmes. Énorme. C'est pour ça que moi j'aime bien ce côté distribué, petit, mini résilience. data center, résilient sur plein d'endroits du territoire. Alors, on commence seulement. Nous, on a des choses qui sont distribuées, on a des choses qui sont au cœur des Alpes suisses, on a des data centers qui sont sur la côte, l'arc lémanique, et on essaie de les faire petits, très peu visibles, mais distribués. Et moi, j'aime bien ce modèle de distribution. Ça permet d'être extrêmement résilient et puis d'être réparti sur le territoire. C'est évidemment pas le modèle dominant. Pourquoi? Parce que le modèle dominant, il essaie de tout concentrer, de faire des économies d'échelle, et puis ça coûte plus cher à chaque fois de reprendre des lignes Internet, il en faut plusieurs, il faut de la redondance. Donc les gros data centers essayent d'avoir les choses regroupées pour faire des économies d'échelle. Moi, je pense que on a cette idée qui se développe d'être beaucoup plus résilient. Même chose quand on parle moi j'appelle ça la biodiversité des serveurs, c'est un peu une boutade, mais l'idée c'est qu'on n'a jamais le même matériel, contrairement au data center où on achète les serveurs par centaines, puis pour les provisionner, on appuie sur un bouton et ça fait bzzz et ça se démarre. C'est très bien pour les économies d'échelle, mais ça rend les data centers plus fragiles. Parce que si on crée une attaque cyber, par exemple, pour cibler un modèle, on peut mettre par terre la moitié du data center. Nous, on a cette résilience où quelqu'un qui devrait, au niveau sécurité, attaquer, devrait prendre 3 générations de 4 serveurs différents, et pour exploiter des failles, c'est plus difficile. C'est pas impossible, hein, le risque zéro n'existe pas, mais là, on a une résilience plus grande. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là. Même chose, je compare ça à une forêt qui serait de monoculture. S'il y a une attaque par un parasite, on va perdre toute la forêt. Si on a une forêt avec beaucoup d'essences différentes, ce sera plus résistant. Ouais, et si on est sur deux aspects. Si on est sur les infrastructures de l'État, les infrastructures EID ou des banques, on voit bien que sécurité et souveraineté sont des points qui fâchent. Mais là, demain, je suis un dirigeant de PME, un ou une dirigeante de PME. Bon, je comprends qu'il faut que je me pose la question de ce que je veux faire et que je lève un peu le voile du marketing pour me dire, est-ce que c'est vraiment ça le nom de ce que je recherche? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un chatbot pour ma menuiserie, ou est-ce que finalement, j'ai surtout besoin d'optimiser mes temps de parcours? Il y a un enjeu d'acheter le matériel, c'est-à-dire de limiter l'achat de matériel neuf, de savoir que je peux acheter du matériel de son reconditionné et que ça fonctionne. Toi, tu fournis des services qui vont permettre d'utiliser un cloud qui est plus résilient, plus souverain, donc je peux me tourner vers toi pour ce dont j'ai besoin? Oui. Alors moi, je pense qu'il y a 2 étapes dans la démarche. La première, c'est peut-être se tourner vers toi en disant: «Est-ce que je regarde et puis j'ai envie de lancer une démarche, donc quels sont les points que je pourrais améliorer?» Mais en les mesurant, en première chose, c'est essayer d'avoir peut-être du conseil. On est capable aussi, nous, de faire ce conseil d'accompagnement de nos clients. Donc là, en ce sens, voilà, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est effectivement tout simplement sélectionner des fournisseurs qui sont locaux, qui sont souverains, et puis qui sont recyclés évidemment,
chez nous, mais qui ont un vrai sens de l'économie circulaire, l'impact écologique, etc. Pour Ça veut moi, dire on répond aux besoins des PME de la région, évidemment, et même des grosses entreprises, hein. On est Mmh. capable de fournir des services qui sont bien meilleurs en termes environnementaux que ce qu'on peut trouver chez les grands Nord américains. acteurs américains. Et ça veut dire que si je suis, demain en gestion de mon parc, si je vais gérer par l'achat, par le la gestion, de l'énergie, c'est moi qui vais m'occuper de réduire ma dépense, de maintenir le matériel plus longtemps et puis si je suis une PME et que j'externalise, en fait, je peux juste changer de fournisseur, c'est aussi simple que ça. Exactement. C'est aussi simple. Enfin, je reprends l'exemple du site web, c'est très simple de changer d'hébergeur, le site web. Et là, on fait déjà un geste. C'est Magnifique. assez simple. On commence comme ça, et puis après, une fois qu'on a commencé comme ça, bah, on déroule le fil et on se rend compte qu'on peut améliorer l'impact de son entreprise en général, en commençant par l'informatique, par exemple. On n'a plus qu'à démarrer. Moi, je témoigne qu'on a une boîte de 25 personnes qui tournent sur ce genre de service et ça marche très, très bien. Bah, écoute, merci pour ton accueil et merci pour la discussion et je crois qu'on va se revoir, assez rapidement. Ouais, je pense que oui, avec plaisir de t'avoir accueilli ici dans nos locaux à Gland. Merci beaucoup. Ouais, on a clairement des choses, des synergies, et ça, c'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir, en fait, justement, d'être dans la région et d'avoir des synergies. Local. À bientôt. À bientôt. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.